Séraphine accusa furieusement la vieille dame Madeleine d'un vol insignifiant, sa voix résonnant comme un fouet implacable à travers les marbres polis de la demeure de la Croix, tranchant l'après-midi avec une cruauté qui glaçait le sang. Dans le fastueux salon principal de Neuilly-sur-Seine, sous un lustre de cristal de baccarat qui valait une fortune, la maîtresse de maison pointait un doigt accusateur vers une femme voûtée, aux cheveux argentés et au regard perdu, qui tenait à peine une petite figurine de porcelaine de Sèvres dans ses mains tremblantes. La scène était une gifle visuelle au luxe démesuré qui les entourait, un rappel brutal de la façon dont l'opulence cohabitait avec la plus blessante des misères humaines. Célestine, qui revenait de la cuisine avec un plateau d'argent, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, une panique glaciale l'envahissant en voyant sa mère, Madeleine, au centre d'une telle humiliation publique. Sa dignité était mise en pièces par une accusation aussi infondée que cruelle. Comment quelqu'un pouvait-il être si impitoyable, avec une créature si fragile et sans défense? Sans hésiter un instant, avec une force qu'elle ne savait pas posséder, Célestine lâcha le plateau avec un fracas sourd que personne ne sembla remarquer et courut vers sa mère, s'interposant entre Séraphine et Madeleine comme un bouclier humain. Son corps menu se planta face à l'imposante figure de Madame de la Croix. « Ne la touchez pas, madame, elle n'a rien volé. Ma mère est innocente » s'exclama-t-elle. Sa voix tremblait, mais ses yeux lançaient une fierté indomptable. La figurine de porcelaine tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. Un son qui sembla amplifier la tension dans l'air, comme si l'âme de Madeleine s'était elle aussi fragmentée. Le visage de Séraphine se tordit en une grimace de mépris, tandis que ses yeux de glace évaluaient cet employé qui osait défier son autorité dans son propre royaume. « Écarte-toi de mon chemin, petite insolente. Je ne sais pas comment tu oses défendre cette voleuse, » cracha Séraphine. Sa voix ne contenait plus la moindre parcelle de décorum, révélant une fureur déchaînée qui ne connaissait pas de limite. Madeleine, avec son Alzheimer avancé, regardait la scène avec des yeux vitreux, sans comprendre entièrement l'ampleur de l'attaque, s'accrochant au bras de sa fille comme à la seule bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. La fragilité de la vieille dame, son innocence palpable, se heurtait de front à la malveillance éhontée de Séraphine. Dans l'esprit de Célestine, chaque mot était un coup de poignard, chaque regard de mépris, une blessure ouverte. Elle savait qu'elle jouait son emploi, peut-être son toit, mais aucune menace ne serait assez grande pour abandonner sa mère aux mains de cette femme implacable, celle qui se délectait de la souffrance d'autrui. Célestine, à peine 30 ans, avec la peau hâlée par le soleil et le regard franc de celle qui a lutté chaque jour de sa vie, s'accrochait à la dignité de sa mère comme à un trésor inestimable. Elle était arrivée à la demeure de la Croix il y a des années, cherchant un emploi qui lui permettrait de s'occuper de Madeleine, dont la mémoire s'estompait comme du sable entre les doigts, emportant avec elle les souvenirs et la lucidité. À ce moment, au cœur de la richesse, l'humilité de son existence contrastait avec l'or et les cristaux qui l'entouraient. Madeleine, 70 ans, avait été une femme vive, souriante, mais la maladie l'avait transformée en une âme vulnérable. Un écho de ce qu'elle fut, maintenant cible facile de la cruauté d'autrui. Sa présence ici était le reflet de l'équilibre précaire qui soutenait la vie de Célestine. Comment protéger celle qui ne peut plus se défendre elle-même? Séraphine, 40 ans, impeccable dans son tailleur haute couture, observait Célestine avec un mélange de répugnance et d'amusement sadique. Pour elle, les employés comme Célestine et les vieilles dames comme Madeleine n'étaient que de simples objets, dispensables, dont la seule fonction était de servir et de ne pas perturber l'ordre de son univers parfait. Son pouvoir ne résidait pas seulement dans l'argent de son époux, Alexandre de la Croix, mais dans un réseau de contacts et dans une habileté innée pour manipuler les apparences. « Écoute-moi bien, petite » siffla-t-elle, s'approchant dangereusement de Célestine. « Dans cette maison, ma parole fait loi, et la loi dit que ta mère est une voleuse et que tu es une insolente pour la défendre. Tu crois pouvoir m'affronter ? La demeure de la Croix était son royaume, et elle ne tolérerait aucune insubordination, encore moins de quelqu'un de si inférieur à son statut. Dans un couloir adjacent, à peine visible depuis le tumulte de la confrontation, Alexandre de la Croix, environ 45 ans, un entrepreneur milliardaire au regard habituellement absorbé par les chiffres complexes de ses affaires, s'arrêta net. Il avait entendu les cris et la curiosité, ou peut-être une intuition, l'avait mené jusqu'ici. Il vit Séraphine, sa femme,
déchaîné dans sa fureur classiste, humiliant une vieille dame fragile et une jeune femme qui s'interposait avec un courage touchant. Alexandre, bien qu'habitué à la froideur de son monde et aux excentricités de Séraphine, sentit un coup dans l'estomac, un battement d'humanité qu'il croyait avoir perdu entre tant d'ambition. La scène le paralysa. Le contraste entre la brutalité de sa femme et la défense inébranlable de Célestine le laissa muet, incapable de réagir. L'homme d'affaires, habitué à prendre des décisions rapides et sans hésiter dans le monde froid de la finance, se retrouva pour la première fois sans mots, sans plan d'action. Seulement l'image de cette jeune Célestine, défiant sa propre épouse, la femme qui partageait son lit et son nom de famille. La dignité dans les yeux de Célestine, malgré sa position vulnérable, était un feu qui contrastait avec le mépris glacial de Séraphine. Était-il possible qu'il y ait tant de méchanceté dans son propre foyer et tant de pureté dans un geste d'amour filial? La scène l'ébranla jusqu'au plus profond de son être, réveillant une conscience dérangeante qui était restée endormie pendant des années sous des couches de pragmatisme et de succès. Il se demandait quelle autre vérité se cachait dans les ombres de son existence impeccable. Cette petite vieille a tenté de voler la figurine qui était sur la cheminée, vociféra Séraphine, pointant les débris de porcelaine au sol. Et toi, Célestine, tu es sa complice. Vous partez de ma maison maintenant. Célestine, les yeux pleins de larmes retenues, mais la voix ferme, répondit « Elle souffre d'Alzheimer, madame. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Jamais elle ne volerait et je ne partirai pas sans elle. » La tension était palpable, tranchante. Séraphine sourit avec malice, savourant le moment. « Nous verrons bien, petite. Dans cette maison, c'est moi qui rends la justice. Et crois-moi, ma justice est implacable. » L'air se chargea d'une promesse de malheur, mais Célestine était-elle prête à accepter cette justice sans lutter jusqu'au dernier souffle pour sa mère, sa seule famille? L'injustice résonnait dans chaque recoin de cette demeure, étouffant la beauté de ses jardins à la française et la grandeur de ses salons, la douleur d'une fille pour sa mère, l'impuissance de la faiblesse face au pouvoir démesuré. Ces histoires nous rappellent souvent la fragilité de la vie et la force inébranlable de l'amour véritable. Un amour qui ne se rend pas face à l'adversité. Cette histoire vous émeut-elle? Laissez votre like et abonnez-vous. Nous continuons car ce qui suit promet d'être encore plus déchirant. La demeure de la Croix, témoin de tant d'opulence, révélerait bientôt des secrets bien plus précieux que ses propres richesses, cachés sous le voile de la superbe et du mépris, impactant tous ceux qui y habitaient. Séraphine, voyant que Célestine ne cédait pas, se planta face à elle avec un éclat dangereux dans les yeux. « Tu ne comprends pas ta place, n'est-ce pas? Je te donne un toit, je te donne un salaire, et c'est ainsi que tu me paies. Sais-tu ce que signifie m'affronter? Cela signifie tout perdre. » Célestine s'accrocha à Madeleine, qui murmurait à peine des mots incompréhensibles, étrangères à la menace. « Tout ce que j'ai, c'est ma mère, madame, et pour elle, je perdrai tout avec plaisir. Vous ne pouvez pas piétiner notre dignité ainsi. » Ce défi dans la voix de Célestine, bien que murmuré, était plus puissant que n'importe quel cri. Une petite flamme de résistance au milieu de l'oppression, prête à se consumer si nécessaire pour illuminer la vérité, aussi petite soit-elle. Alexandre, depuis sa cachette involontaire, sentit une pointe de honte. La froideur de sa femme, son classisme impitoyable se révélait devant lui avec une crudité qui lui était étrangère. Ou du moins c'est ce qu'il voulait croire. Lui, le magnate, l'homme de succès, propriétaire d'empire, se sentait diminué face à l'immense dignité de Célestine. Comment était-il possible que dans son propre foyer, entouré de tant de luxe, se forge une injustice si flagrante? L'image de Madeleine, si fragile, si étrangère à la méchanceté qui l'entourait, l'émut d'une façon inattendue. Il se rendit compte que son monde d'affaires, de contrats et de chiffres l'avait éloigné de la véritable essence humaine, de l'empathie la plus basique, de la compassion qui émergeait maintenant en son intérieur. « C'est ma maison, Célestine, et c'est moi qui décide qui entre et qui sort. À partir de ce moment, ta mère et toi êtes dehors, » trancha Séraphine, sa voix résonnant d'une autorité inébranlable. « Non seulement tu perds ton emploi, tu perds aussi le toit qui t'abrite. Et si tu tentes de t'approcher encore de ma demeure, la police s'occupera de toi. » La menace était claire, brutale. Célestine sentit un frisson. Où irait-elle? Comment protégerait-elle Madeleine dans les rues de Paris? Mais ses yeux ne reflétaient pas la peur, plutôt une détermination de fer. « Je ne vous crains pas, madame. La vérité trouve toujours son chemin, » répondit Célestine,
S'accrochant encore plus à sa mère, sentant la chaleur de son corps tremblant, une étincelle d'espoir dans l'obscurité. Madeleine, étrangère à la fureur de Séraphine, aux menaces d'expulsion et aux paroles de sa fille, murmurait seulement des noms, des fragments de souvenirs lointains, prisonnière de son propre labyrinthe mental. Célestine l'embrassa fort, sentant le poids de la responsabilité, la peur de l'inconnu, mais aussi la certitude inébranlable qu'elle ne l'abandonnerait pas. La dignité de sa mère n'était pas négociable, elle ne se vendrait pas pour un toit ou une assiette de nourriture. Cette confrontation n'était pas seulement pour un emploi, c'était pour le respect, pour l'essence de ce que signifiait être humain dans un monde qui oubliait souvent ceux qui étaient les plus faibles. Célestine se demandait si elle parviendrait un jour à faire prévaloir la justice, la vraie, celle qui naissait du cœur, dans ce monde de privilèges et de cruauté, même pour les oubliés. Alexandre, témoin silencieux de l'humiliation, sentit un nœud dans la gorge. Voir la fragilité de Madeleine et la fermeté de Célestine lui fit remettre en question la vie qu'il menait, les priorités qu'il avait adoptées. Séraphine, sa femme, une femme qui avait toujours semblé l'épitome de l'élégance, se révélait comme un être impitoyable, sans une goutte de compassion, exhibant une cruauté qui le répugnait. Était-ce la vérité de son mariage, la vérité de sa vie? La scène lui perçait la conscience, lui parlait d'une injustice qu'il avait, avec tout son pouvoir, permis de se forger sous son propre toit. Il se sentit complice d'un acte cruel par son inaction, par son silence, pour avoir demeuré étranger à ce qui se passait autour de lui, pris au piège dans sa bulle de privilèges. Avec un dernier regard de défi à Séraphine, Célestine se tourna, prête à abandonner la demeure, à affronter un avenir incertain mais la tête bien haute. « Allons-y, maman », murmura-t-elle, guidant Madeleine vers la sortie. La vieille dame, bien que confuse, sembla sentir l'urgence, la main de sa fille comme une ancre dans la tempête. Séraphine les observait, satisfaite, convaincue de sa victoire, d'avoir remis chacun à sa place, sans savoir la tempête qui s'annonçait. Elle ne savait pas que cette expulsion, cet acte de cruauté, serait le début d'une chaîne d'événements qui dévoilerait des vérités enterrées sous des années de silence et qui ferait vaciller les fondements de sa propre existence, de son royaume intouchable. Mais quel secret pourrait être assez puissant pour défier les tout-puissants de la croix? Tandis que Célestine et Madeleine disparaissaient par la grande porte de chêne, Alexandre, toujours immobile, sentit une vague de remords et une étrange curiosité qui le rongeait de l'intérieur. La version de sa femme ne correspondait pas à la dignité inébranlable de Célestine, ni à l'innocence désarmée de la vieille dame. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que son instinct lui disait qui n'allait pas, une pièce qui ne s'ajustait pas dans ce sombre puzzle. Décidé à ne plus être un simple spectateur de l'injustice, mais un agent de changement, une petite lumière dans l'obscurité, il se jura à lui-même qu'il enquêterait. Il ne pouvait permettre que la cruauté de Séraphine prévale, ni que la vie de Célestine et de sa mère soit détruite par un mensonge, par une accusation aussi superficielle que l'éclat du marbre. Le premier pas d'Alexandre fut subtil, presque imperceptible pour tout œil étranger. Il s'approcha discrètement de l'endroit où Madeleine avait laissé tomber la figurine brisée et, parmi les fragments de porcelaine, il trouva un mouchoir de dentelle ancienne, effiloché, brodé avec des initiales qui lui semblaient étrangement familières. H. Un frisson lui parcourut l'échine. Ces initiales n'étaient pas celles de Madeleine, ni d'aucune autre employée qu'il se rappelait dans la demeure, ni d'aucune personne connue de son cercle. Qui était réellement cette vieille dame? Quelle connexion avait-elle avec cet objet, avec ses initiales? La graine de la vérité cachée commençait à germer dans l'esprit d'Alexandre, éveillant un soupçon qui le mènerait sur un chemin insoupçonné, bien au-delà d'une simple accusation de vol. Avec le mouchoir dans la main, Alexandre sentit que ce n'était pas seulement un morceau de vieux tissu, mais un fil lâche d'une tapisserie complexe, un indice laissé par le destin, un signal qu'il ne pouvait ignorer. Il ne savait pas pourquoi, mais l'image de Madeleine, son visage fragile et ses yeux perdus, s'était gravée au fer rouge en lui, et le courage de Célestine, défendant sa mère avec tant d'amour, lui avait ouvert les yeux sur une réalité qu'il avait ignorée trop longtemps. Cette nuit, tandis que Paris s'immergeait dans ses lumières et ses ombres, le milliardaire de la Croix se promit de démêler le mystère de la vieille dame. Ce qu'il découvrirait à l'aube, cependant, changerait non seulement la vie de Célestine et Madeleine, mais aussi les fondements de sa propre famille,
révélant un passé que tous croyaient enterré. Avec le mouchoir de dentelle dans la paume, Alexandre Delacroix sentait le métal froid d'une vérité imminente, un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de l'opulente demeure, mais avec l'éveil d'une conscience longtemps endormie. Les initiales AA semblaient se graver dans son esprit, un écho d'un passé inconnu, une énigme que son instinct d'entrepreneur le pressait de résoudre. L'image de Célestine, si courageuse et digne, défendant sa mère fragile, se superposait à la fureur impitoyable de Séraphine, et le contraste était une gifle à son âme. Il ne pouvait permettre que l'injustice, avec son manteau de mensonge, couvre la vérité. Pas maintenant que la graine du doute avait germé dans son cœur, éveillant une urgence pour la compassion. Tandis qu'Alexandre commençait sa recherche discrète, Célestine et Madeleine affrontèrent la cruelle réalité de la rue. Avec le peu d'argent que Célestine avait réussi à réunir, elles trouvèrent une petite chambre dans un quartier modeste de Paris, un refuge improvisé où le luxe était un souvenir lointain et la survie le seul objectif. Le silence des murs sans ornement était un écho de leur solitude, mais aussi un espace où la dignité de Madeleine pouvait se rétablir loin des regards cruels. Célestine lavait le linge d'autrui, vendait des bonbons faits maison, tout ce qui leur permettait de manger et d'avoir l'essentiel, gardant toujours la tête haute, car sa mère, malgré sa maladie, méritait tout le respect du monde. « Ne t'inquiète pas, petite maman. Nous irons bien, tu verras. Personne ne t'humiliera plus jamais », murmurait Célestine à Madeleine en l'abordant avec une couverture usée. La vieille dame, avec son regard parfois perdu, parfois focalisé sur le visage de sa fille, était un phare de tendresse dans l'obscurité de leur nouvelle réalité. Célestine sentait le poids du monde sur ses épaules, la peur de l'inconnu, de ne pas être suffisante, de ne pouvoir protéger cet être fragile qui dépendait complètement d'elle. Chaque jour était une bataille, chaque aube une promesse de nouveaux défis, mais l'amour pour Madeleine était un moteur inépuisable qui lui donnait la force de continuer, avec une dignité qu'aucune richesse ne pouvait acheter, ni aucune accusation piétiner. Dans la demeure de la Croix, Alexandre tirait ses ficelles. Il engagea un enquêteur privé discret, un homme de confiance avec des années d'expérience dans le démêlage de secrets familiaux et de vieilles histoires. Il lui remit le mouchoir, la description de Madeleine et le peu de connaissances qu'il avait de son temps dans la maison, omettant intentionnellement la version de Séraphine. « J'ai besoin que vous trouviez l'origine de cette femme, d'où elle vient, si elle a de la famille. N'importe quel indice, aussi petit soit-il, peut être crucial, » expliqua-t-il, sentant l'urgence de sa mission. Il savait qu'il s'aventurait sur un terrain marécageux, un monde de secrets où sa propre famille pourrait être impliquée. Mais l'image de Célestine le poussait, car son courage méritait la vérité. L'enquêteur, un homme de peu de mots et au regard perspicace, commença son labeur en plongeant dans de vieux archives, registres civils, recensements et même orphelinats et hôpitaux de l'époque. Les premières semaines furent une mer de frustration, nom commun, adresse fausse, un labyrinthe bureaucratique qui ne semblait mener nulle part. Alexandre, impatient, sentait que le temps s'épuisait, que chaque jour qui passait, Célestine et Madeleine souffrèrent davantage, s'éloignant de la possibilité d'une justice que seul lui pouvait déterrer. « Nous ne pouvons abandonner », se disait-il. « Il y a quelque chose de plus, je le sais. Cette femme n'est pas une employée quelconque. Il y a un mystère qui m'appelle, un lien invisible qui me connecte à elle. » Un jour, l'enquêteur appela Alexandre avec un ton de voix inhabituel qui dénotait qu'il avait trouvé quelque chose de grand. Il avait retracé une série d'archives d'un vieil orphelinat déjà disparu qui avait été géré par un ordre religieux des décennies auparavant. « Monsieur Delacroix », dit la voix à l'autre bout du téléphone, « j'ai trouvé un registre d'une fillette abandonnée avec les initiales AA, confiée par une femme qui utilisait un faux nom. Cela correspond à l'âge approximatif de Madeleine. Et le plus saisissant, il y avait une note annexe, un détail qui pourrait tout changer. Une petite mention à une famille fortunée qui aurait soi-disant perdu une fille dans des circonstances mystérieuses à cette même époque. Cela pourrait être une piste. Alexandre sentit un nœud dans l'estomac. Continuez à chercher. Ne laissez aucune pierre non retournée. C'est la piste dont nous avions besoin, s'exclama-t-il, le cœur battant fort. La possibilité que Madeleine soit plus qu'une simple vieille dame démunie, que son passé soit entrelacé avec quelque chose de plus profond, le remplissait d'un mélange d'espoir et de crainte. Il se demandait quel type de drame familial avait pu mener une enfant à un orphelinat, puis à une vie de précarité. Son esprit ne pensait plus aux affaires ni à la bourse de Paris.
Seule la vérité importait. Cette vérité qui s'était cachée entre de vieux papiers et l'oubli d'une société qui préférait ignorer ce qui ne l'arrangeait pas, qui ne voulait pas voir. Des histoires comme celle-ci, d'amour inébranlable face à l'adversité, nous rappellent la vraie valeur de la dignité, celle que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter ni arracher. Cette histoire vous émeut-elle? Laissez votre like et abonnez-vous. Nous continuons. Car le destin de Célestine et Madeleine reste encore à révéler et le mystère d'Amélie Delacroix est sur le point d'être déterré, ébranlant les fondements d'une des familles les plus puissantes de France. L'attente devenait insupportable, mais la révélation promettait d'être aussi saisissante que l'explosion d'un secret gardé pendant des décennies qui changerait pour toujours la vie de tous. Pendant ce temps, dans la demeure, Séraphine n'était pas étrangère au mouvement de son époux. Son intuition aiguë, forgée dans des années de manipulation et de contrôle, l'alerta sur l'intérêt inhabituel d'Alexandre pour le passé. Elle le vit consulter de vieux albums, passer des appels furtifs. Son regard n'était plus fixé sur les moniteurs de la bourse, mais sur un point distant, comme s'il cherchait quelque chose de perdu dans le temps. Il trame quelque chose qui a trait à cette vieille et sa fille. « Je le sens », pensa-t-elle, une fureur glacée commençant à germer en son intérieur. Sa domination sur le récit de ce qui s'était passé se sentait menacée et elle ne tolérerait que personne, encore moins une employée et une vieille dame avec Alzheimer, déstabilise sa réalité soigneusement construite. Séraphine activa ses contacts, quelques appels à des journalistes de la presse People, quelques fuites à des chroniqueurs complaisants, et la machine de diffamation se mit en marche. Les gros titres commencèrent à apparaître discrètement. Scandale dans la demeure de la Croix. Employé et sa mère tentent d'extorquer la famille. Soupçon sur la maladie d'une vieille dame qui cherche à profiter de la compassion. La stratégie était claire. Discréditer Célestine et Madeleine avant qu'une quelconque vérité puisse voir le jour. Les peindre comme des opportunistes sans scrupules, méritant le mépris public. Personne n'ose défier les Delacroix et s'en sortir impuni, se répétait Séraphine, avec un sourire de victoire, convaincue que son pouvoir était absolu. Célestine, qui arrivait à peine à payer le loyer de sa modeste chambre, se retrouva soudain face à un mur invisible. Les quelques offres de travail qu'elle avait disparurent, les regards au marché devinrent jugeants, les murmures la poursuivaient. Un jour, elle tenta de s'approcher de la demeure pour récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées et peut-être demander un dernier paiement de salaire, espérant que le portail serait ouvert. Mais Séraphine l'attendait. Plantée majestueusement à l'entrée, sa silhouette impeccable projetant une ombre de mépris. « Quel culot, Célestine! Tu crois pouvoir revenir ici après ce que tu as fait ?» siffla-t-elle d'une voix venimeuse. « Je n'ai rien fait, madame. »« Je viens seulement pour ce qui m'appartient, » répondit Célestine d'une voix tremblante mais le regard ferme. « Et pour le salaire qui m'est dû ?» Séraphine éclata d'un rire froid, résonnant dans l'air comme des verres brisés. « Ton salaire! Quelle insolence! Tu as sali mon nom, tu as tenté de voler, et maintenant tu exiges. Tu n'es rien, Célestine. N'ose pas souiller le nom des Delacroix avec tes mensonges. Ta mère et toi êtes de la racaille, et je t'interdis d'approcher cette maison ou ma famille. Si tu reviens, j'appelle la police pour violation de domicile. Et si tu tentes de contacter ta mère, je t'assure qu'elle finira dans un hôpital public seule et oubliée. » Les mots de Séraphine furent un coup de poignard direct au cœur de Célestine, une humiliation publique qui la laissa sans souffle, sentant le poids du mépris et de l'injustice. Les quelques serviteurs qui étaient auprès entendirent la diatribe, détournant le regard avec honte. Célestine sentit la brûlure dans ses yeux, mais refusa de verser une seule larme devant cette femme cruelle. « Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, madame, » répliqua-t-elle d'une voix à peine audible, mais pleine de dignité. « Mais vous n'aurez jamais la paix que donne la conscience tranquille. La vérité trouve toujours son chemin, et la vôtre vous rattrapera plus tôt que vous ne le croyez. Ma mère est innocente, et c'est tout ce qui importe. Sa pureté ne sera pas souillée par votre venin. » La confrontation, brève mais brutale, laissa Célestine avec une sensation de vide, mais aussi d'une détermination renouvelée. Elle savait qu'elle était seule dans cette lutte, mais ne céderait pas. Pour sa mère, elle trouverait le moyen de faire éclater la vérité au jour. Pendant ce temps, Alexandre Delacroix était sur le point de déterrer cette vérité, une qui allait bien au-delà d'une figurine de porcelaine ou d'une accusation infondée, une qui ébranlerait les fondements de sa propre identité et celle de sa famille, révélant un abandon qui avait été dissimulé par des générations. Le détective,
après des semaines de travail acharné, avait réalisé une percée transcendantale qui était sur le point de tout changer pour toujours, confirmant ses pires craintes, ses intuitions. L'enquêteur trouva finalement le chaînon manquant, un vieux registre d'un couvent qui fonctionnait comme un hospice pour personnes âgées, caché dans un quartier reculé de Paris, révéla le nom complet d'Amélie Delacroix. La sœur cadette de son père, portée disparue dans des circonstances mystérieuses quand elle était adolescente. Le document était irréfutable, un acte de naissance original, un testament familial qui la mentionnait avant sa disparition et le témoignage d'une religieuse âgée qui se souvenait encore de la jeune fille. « Elle était ici pendant un moment, monsieur, » dit la religieuse, sa voix cassée par l'âge. On disait qu'elle était très malade, avec un problème de mémoire et que sa famille l'avait abandonnée. Votre père, un homme très influent, l'avait déclarée morte, mais elle n'est jamais morte. Elle a seulement perdu ses souvenirs, son identité. C'était Madeleine qui s'occupait d'elle ici pendant des années, jusqu'au jour où elle est partie. Alexandre lut les documents avec des mains tremblantes. Amélie Delacroix, sa tante, la sœur de son propre père, qu'il n'avait connue qu'à travers de vieilles photographies et des récits idéalisés. La figure de la sœur qui s'était perdue. Le choc fut brutal. La vieille dame Madeleine n'était pas une employée, mais sa tante de sang, abandonnée, oubliée, manipulée par les circonstances d'une famille qui avait préféré le silence à la vérité. L'injustice s'enfonça dans son âme avec la force de la foudre. Une vérité qui avait été cachée pendant des décennies, un secret sombre qui tachait le nom des Delacroix. Mais comment mon père a-t-il pu permettre cela? Comment avons-nous tous pu vivre dans l'ignorance? Se demandait-il, sentant le poids de la culpabilité et du repentir. Le puzzle s'assemblait avec des pièces douloureuses, le mouchoir avec les initiales AA, la connexion avec la famille Delacroix. Tout s'emboîtait. Madeleine, la femme fragile que Séraphine avait humiliée et expulsée, était Amélie, son propre sang. L'indignation l'envahit, un mélange de rage et un profond désir de justice. « Je dois les retrouver, je dois réparer cette erreur », s'exclama-t-il à voix haute, sa décision inébranlable. Il ordonna à l'enquêteur de remuer ciel et terre pour localiser Célestine et Madeleine, peu importe le coût, peu importe les obstacles, car sa tante méritait une fin digne. Et Célestine, la courageuse Célestine, méritait que son amour filial soit reconnu. Tandis qu'Alexandre intensifiait la recherche, la socialite parisienne se préparait pour le gala de charité annuel de la Fondation Delacroix, un événement de haut niveau où Séraphine brillait de mille feux exhibant sa supposée charité. Célestine apprit l'existence du gala par hasard grâce à une ancienne connaissance. Elle savait qu'Alexandre y serait et l'idée de l'affronter, de lui faire connaître la vérité que Séraphine cachait, lui parut une dernière opportunité désespérée. Elle n'avait pas de robe élégante ni d'invitation, mais la détermination dans ses yeux était plus puissante que n'importe quel bijou. « Je dois y aller, je dois lui parler, pour ma mère, pour nous », se dit-elle avec un nœud dans la gorge, sentant qu'elle n'avait rien à perdre, seulement l'espoir d'un avenir meilleur. Avec ingéniosité et l'aide d'une ancienne collègue qui travaillait dans le service traiteur, Célestine réussit à accéder à la zone des cuisines du fastueux salon d'événements de l'hôtel Le Meurice, vêtue d'un simple uniforme de serveuse. Son cœur battait fort. Chaque plateau qu'elle portait était un pas de plus vers son objectif. Ses yeux cherchaient parmi la foule de visages connus et de sourires faux la silhouette imposante d'Alexandre Delacroix. La musique, l'éclat des diamants, le murmure des conversations superficielles, tout était un tourbillon qui l'étourdissait, mais son esprit était clair. Seul lui pouvait l'aider à déterrer la vérité. Elle ne craignait pas le qu'en dira-t-on, seulement l'inaction, le silence qui pourrait enterrer pour toujours la dignité de sa mère. Soudain, une voix glaciale la sortit de ses pensées. « Mais regardez qui nous avons là. N'est-ce pas la courageuse Célestine, la même qui a tenté de nous extorquer dans notre propre maison ?» Séraphine, parée d'une éblouissante robe Dior émeraude, apparut de nulle part, ses yeux de glace plantés dans Célestine comme des dagues. Sa voix, bien que chuchotée, portait un ton de mépris qui résonna dans l'ambiance. Elle avait remarqué Célestine parmi le personnel et l'opportunité d'une nouvelle humiliation publique était trop tentante pour la laisser passer. Mais quel culot! Elle ose venir à notre gala déguisée en serveuse. Elle cherche sûrement une nouvelle victime ou tente de voler quelque chose aux invités. Séraphine, avec un sourire malicieux, se tourna vers un groupe de ses amies les plus influentes. «
Chers amis, voici la petite dont je vous ai parlé, celle qui tente de faire chanter mon mari avec l'histoire de sa pauvre mère malade. C'est une stratégie si grossière. Vous devriez voir la presse. Tout a déjà été révélé. Cette vieille dame n'a rien à voir avec notre famille. C'est une mascarade. Et Célestine, une chasse-fortune sans scrupules. On m'a dit que même la police enquête sur ses antécédents pour fraude. Comment ose-t-elle s'infiltrer dans un événement si honorable? C'est une honte pour tous les présents. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Les regards des invités se plantèrent sur Célestine, un mélange de mépris et de curiosité. Les mots de Séraphine, comme des coups de fouet, brûlaient sa peau. Mais Célestine resta droite, le plateau dans ses mains tremblantes, mais son regard défiant. Elle n'était pas une voleuse, elle n'était pas une menteuse, elle était une fille qui luttait pour sa mère, et aucune calomnie, aussi puissante que soit la source, ne pouvait changer cela. Mais le poids de l'humiliation était écrasant. Le pilori public se ressentait comme une marque indélébile, une blessure ouverte dans sa dignité, bien qu'elle sache que la vérité tôt ou tard émergerait, abattant les murs du mensonge. La cruauté de Séraphine semble n'avoir aucune limite, mais la vérité se ferait toujours un passage. Même dans les couloirs les plus sombres du pouvoir, le plus fort reste à venir. Restez jusqu'à la fin, car la révélation qui changera tout est sur le point de se déchaîner, montrant que le pouvoir de la compassion est plus fort que le plus sombre des mensonges, capable d'abattre des empires d'apparence. Le destin de Célestine, Madeleine et Alexandre est sur le point de s'entrelacer de la façon la plus inattendue, révélant un secret qui marquera un avant et un après dans l'histoire de la famille Delacroix et de la justice elle-même, montrant que personne ne peut échapper à son passé. Alexandre, qui à ce moment précis s'approchait du groupe de Séraphine, entendit les derniers mots de sa femme, sa voix empoisonnée, ses accusations infondées, et vit le visage de Célestine pâle, mais avec une dignité inébranlable. Il sentit une pointe de rage et de honte, un mélange de fureur pour la cruauté de Séraphine et un profond repentir d'avoir permis qu'une telle injustice se développe sous son toit. « Ça suffit, Séraphine !» s'exclama-t-il, sa voix ferme et résonnante attirant l'attention de tous. « Que fais-tu? Arrête-toi maintenant !» La surprise sur le visage de Séraphine fut palpable. Sa façade de sophistication se fissura, révélant sa vraie nature, son obscurité. L'intervention d'Alexandre fit taire la salle, un silence chargé de tension. Le regard de Célestine en croisant le sien était un mélange de surprise, d'espoir et d'une profonde tristesse. Alexandre sentit le poids de son inaction, la culpabilité pour la souffrance que Célestine et Madeleine avaient endurée à cause de l'ambition et de la cruauté de sa femme. À cet instant, il comprit qu'il ne pouvait plus être un spectateur passif. La vérité sur Amélie Delacroix, la vérité sur Madeleine, devait voir le jour, non seulement pour elle, mais pour l'intégrité de sa propre famille et pour la rédemption de son âme, montrant le pouvoir que peut avoir un repentir sincère. La décision était prise. Alexandre s'approcha de Célestine, ignorant les regards stupéfaits des invités et la fureur contenue de Séraphine. « Célestine », dit-il d'une voix qui transmettait une gravité inébranlable, « j'ai besoin de te parler loin d'ici. Je connais la vérité, toute la vérité. » Célestine le regarda fixement avec un mélange de méfiance et une petite étincelle d'espoir dans ses yeux épuisés. Cela pourrait-il être la fin de son calvaire? Cet homme si puissant et auparavant si étranger pourrait-il être le catalyseur de la justice qu'elle désirait tant? La soirée du gala que Séraphine avait planifiée pour son propre rayonnement s'était transformée en préambule d'une révélation bien plus saisissante, un tournant inattendu du destin. Alexandre, après le gala, se réunit avec Célestine dans un café discret du 7e arrondissement. Il lui montra les documents, les vieilles lettres, l'acte de naissance d'Amélie Delacroix, le témoignage de la religieuse. Célestine, en voyant les preuves, sentit que l'air lui manquait. Les initiales, le nom, l'histoire de l'abandon, tout pointait vers le fait que sa mère, sa douce et fragile Madeleine, n'était pas celle qu'elle croyait. « Elle est Amélie Delacroix, votre tante, la sœur de votre père, » balbutia-t-elle, les larmes roulant sur ses joues, non de tristesse, mais de la vérité accablante, de l'injustice d'un passé qui se révélait devant ses yeux avec une cruauté qui lui glaçait le sang, mais qui en même temps apportait avec elle la lumière de l'espoir. « C'est cela, Célestine », confirma Alexandre, sa voix chargée de remords. « Ma famille l'a abandonnée, l'a donnée pour morte. Elle est ma tante. Mon père l'a oubliée.
Il l'a effacée de l'histoire familiale par convenance pour maintenir l'image. Mais plus jamais. Je ne peux permettre cette mascarade, cette injustice. Et toi, Célestine, ton amour pour elle m'a ouvert les yeux. Ton courage a déterré cette vérité. Ensemble, nous ferons justice, ne t'inquiète plus. Ta mère récupérera son nom, sa dignité et tout ce qui lui a été arraché. Séraphine paiera pour ses mensonges, pour chaque humiliation qu'elle t'a infligée, car la vérité de ma tante s'élèvera au-dessus de toutes ses faussetés, son venin et son orgueil incommensurables. Célestine, émue par la confession et la promesse d'Alexandre, sentit qu'un poids énorme se détachait de ses épaules. La silhouette du milliardaire n'était plus celle d'un étranger puissant, mais celle d'un allié inattendu, un homme qui, malgré sa fortune, avait trouvé la compassion et le courage d'affronter son propre passé. « Merci, monsieur Delacroix, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Merci de croire en nous pour ma mère. Cela signifie plus que n'importe quel argent ou possession. Cela signifie sa dignité, sa mémoire, son essence. Et pour cela, nous lutterons jusqu'au bout. Je ne permettrai plus jamais que le nom de ma mère soit souillé, pas quand la vérité est si claire, si douloureuse. » Alexandre et Célestine passèrent les heures suivantes à élaborer un plan méticuleux. Ils savaient que Séraphine ne se rendrait pas facilement, qu'elle utiliserait tout son pouvoir pour faire taire la vérité. Mais maintenant, ils avaient à l'épreuve irréfutable, et leur soutien mutuel. « Nous devons être stratégiques », lui dit Alexandre. Séraphine planifie une conférence de presse pour annoncer un important don à un hôpital, pour nettoyer son image, et sûrement pour vous discréditer encore plus. Ce sera notre scène. Là, devant les caméras, nous révélerons la vérité. Ce sera l'endroit parfait pour que la justice se manifeste, pour que sa façade de générosité s'écroule en direct, pour que le monde connaisse la vraie Amélie Delacroix. La tension dans les jours précédant la conférence de presse était palpable. Séraphine, étrangère à la tempête qui s'annonçait, se délectait de sa victoire. Convaincue que sa campagne de discréditation avait fonctionné, elle croyait avoir enterré Célestine et Madeleine sous un tas de mensonges et se préparait maintenant à consolider son image de philanthrope intouchable, la dame de société parfaite. Elle ne savait pas que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait plus de l'abîme, d'une chute publique dont elle ne pourrait se relever, que la justice, avec la force d'une marée imparable, se préparait à balayer son royaume d'apparence, montrant son vrai visage devant un monde qui l'idolâtrait sans connaître sa cruauté. Célestine, de son côté, sentait un mélange de peur et une détermination de fer. Voir sa mère récupérer son nom, son histoire, était ce qu'elle désirait le plus. L'idée d'affronter Séraphine publiquement était terrifiante, mais le souvenir de chaque humiliation, de chaque mot blessant, lui donnait le courage nécessaire. « Petite maman, bientôt tu sauras qui tu es. Bientôt le monde connaîtra ta vérité, » murmurait-elle à Madeleine, qui, étrangère à tout, souriait seulement avec une innocence qui était le moteur de sa fille. La conférence de presse ne serait pas seulement la révélation d'une identité, ce serait la revendication d'une vie, la restitution d'une dignité piétinée, le cri silencieux d'une femme oubliée. Les jours se transformèrent en heures, les heures en minutes. Paris vibrait d'expectation pour l'événement de Séraphine, promu comme un acte de charité sans précédent. Personne n'imaginait que sous le tapis rouge et les flashs des caméras se cachait une vérité dévastatrice qui était sur le point d'exploser, réduisant en miettes l'image intouchable des Delacroix et exposant la cruauté et la manipulation de Séraphine. Le destin capricieux et juste à la fois avait préparé la scène parfaite pour un climax qui marquerait un avant et un après. Un tournant dramatique que personne dans l'opulente Paris, ni Séraphine elle-même, n'attendait dans ses plus sombres rêves. La justice arriverait. Le grand salon de l'hôtel Plaza Athénée, orné de fleurs exotiques et de tapisseries de soie de Lyon, était un nid de journalistes, caméramens et des personnalités les plus influentes de la haute société française. Séraphine, radieuse dans un tailleur haute couture Chanel qui éblouissait sous les projecteurs, évoluait parmi la foule avec une fausse modestie, savourant le moment de son triomphe. Elle croyait avoir orchestré la parfaite campagne de nettoyage d'image, un don de plusieurs millions qui enterrerait toute ombre de doute sur sa générosité et du même coup écraserait la réputation de cet insolent employé et de sa vieille mère. Son sourire était l'arme d'une femme convaincue de son invulnérabilité, une façade de charité qui cachait la cruauté la plus profonde, un mensonge que seul le temps ou peut-être la vérité parviendrait à démasquer.
Dans un coin éloigné, le cœur battant comme un tambour de guerre, Célestine observait la scène. Elle avait réussi à s'infiltrer grâce à l'aide d'une personne qui croyait en sa cause, sentant le poids de l'incertitude, mais aussi la détermination inébranlable d'une fille qui lutte pour l'honneur de sa mère. L'opulence du lieu, les rires creux, les bijoux brillants, tout lui semblait une moquerie à la dignité de Madeleine. Sa mère, étrangère à ce cirque d'hypocrisie, demeurait dans sa modeste chambre, attendant, sans le savoir, l'heure de sa réhabilitation. Célestine n'était pas experte en stratégie, seulement une femme qui croyait en la justice. Une justice qui, une fois pour toutes, devait prévaloir. Séraphine monta au podium, le microphone attendant sa voix. La salle se remplit d'un silence expectatif. « Chers amis, membres de la presse », commença-t-elle, sa voix mielleuse et chargée d'une émotion répétée. « Aujourd'hui est un jour de joie, d'espoir. La Fondation de la Croix est fière d'annoncer un don généreux pour l'agrandissement de l'hôpital Saint-Louis, au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. » Les flashs des appareils photo éclatèrent. Les applaudissements résonnèrent. Séraphine, au sommet de sa performance, jouissait de chaque instant, de chaque regard d'admiration, de chaque éloge voilé à son grand cœur. Sa silhouette projetait une ombre de fausse bienveillance, un monument à l'hypocrisie au milieu de l'opulence et du pouvoir. « Je sais que dans ces temps d'incertitude, » continua Séraphine avec un ton qui cherchait la complicité, « parfois surgissent des personnes qui, avec de mauvaises intentions, tentent de ternir le travail altruiste d'autrui. Des personnes qui, avec des histoires fabriquées et des maladies feintes, cherchent à profiter de la bonne foi des familles. Mais la vérité sort toujours au jour, n'est-ce pas? Et la justice, mes amis, prévaut toujours contre les opportunistes. Nous ne permettrons à personne de souiller notre nom, ni l'héritage d'une famille qui a toujours veillé sur les plus nécessiteux de France. » La pointe dans la poitrine de Célestine fut brutale, sentant chaque mot de Séraphine comme un coup de poignard direct à la dignité de sa mère. Juste quand Séraphine s'apprêtait à répondre aux premières questions des journalistes, une voix puissante et résonnante s'éleva du fond de la salle, tranchant l'air comme un couteau. « C'est vrai, Séraphine, la vérité sort toujours au jour, et aujourd'hui est ce jour-là. » Toutes les têtes se tournèrent et Alexandre de la Croix, visiblement altéré, avec une pile de documents dans une main et une tablette dans l'autre, avançait vers le podium. Son visage, auparavant imperturbable, était marqué par un mélange de colère contenue et une détermination inébranlable. Le murmure de la foule s'éleva, les flashs se multiplièrent, et la silhouette du milliardaire faisant irruption dans son propre événement éclipsa la fausse grandeur de Séraphine. Séraphine pâlit, son sourire se figea sur le visage, son regard de glace rencontra celui d'Alexandre, et pour la première fois, une trace de terreur se dessina dans ses yeux. « Alexandre, que fais-tu? Tu ruines mon événement ?» siffla-t-elle, tentant en vain de l'arrêter d'un regard, mais Alexandre ne s'arrêta pas. Il monta au podium, se planta à côté de sa femme, et d'un geste ferme prit le microphone. « Excusez-moi, mesdames et messieurs, pour cette interruption, mais il y a une vérité qui doit être révélée, une vérité qui a été cachée pendant des décennies sous le voile du silence et de la convenance, et qui changera pour toujours la façon dont vous voyez cette famille et cette supposée philanthropie. » Les journalistes, flairant le scandale, se ruèrent, les enregistreurs se levèrent, chaque œil fixé sur le drame qui se déployait. Célestine, depuis sa position, sentait un mélange de terreur et d'espoir immense. C'était le moment, le point de non-retour. Séraphine a parlé d'opportunistes et de maladies feintes, continua Alexandre, sa voix puissante et claire résonnant dans toute la salle. Mais la vraie opportuniste n'est pas celle que vous croyez. La vraie histoire est celle d'une femme innocente, abandonnée, qui a été humiliée et calomniée et dont l'identité a été effacée par l'ambition de notre propre famille. Il est temps que tous connaissent Amélie de la Croix. Un silence sépulcral tomba sur la salle. Amélie de la Croix. Le nom, légendaire dans les cercles les plus anciens de l'élite française, était un écho d'un passé que tous croyaient enterré. Séraphine, tremblant, tenta de lui arracher le microphone. « Alexandre, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises, tu es confus. » Mais il l'écarta d'un geste et sur la tablette projeta une vidéo ancienne sur l'écran géant derrière eux. Les images granuleuses par le temps montraient une jeune fille souriante aux traits identiques à ceux de Madeleine, aux côtés d'un homme qui était indéniablement le père d'Alexandre. Les preuves étaient irréfutables. La vérité, une gifle visuelle pour tous. « Voici Amélie de la Croix, ma tante, la sœur cadette de mon père. »
annonça Alexandre, sa voix chargée d'émotion et de repentir. Elle fut donnée pour disparue il y a des décennies, mais en réalité, elle fut abandonnée dans un orphelinat, puis dans un hospice par notre propre famille. Honteux de sa maladie mentale, son nom fut effacé, son existence niée, sa dignité piétinée, et la femme que Séraphine a humiliée, qu'elle a appelée voleuse et opportuniste. Cette femme fragile qu'elle a expulsée de notre maison est Amélie Delacroix, ma tante, sa propre belle famille, mon propre sang. Les soupirs d'étonnement emplirent l'air. La révélation était monumentale. Séraphine chancela, son visage, un poème de fureur et de défaite. C'est un mensonge, une invention. Elle est une vieille dame quelconque. Elle a manipulé Alexandre, cria-t-elle désespérément, mais sa voix n'avait plus d'autorité, seulement l'écho d'une femme acculée. Les journalistes, auparavant ses alliés, la regardèrent maintenant avec mépris, leur caméra focalisée sur son effondrement. Alexandre, le regard fixé sur sa femme, continua. Voici les preuves. L'acte de naissance original, des lettres manuscrites de mon père, la mentionnant, et le témoignage de la religieuse qui s'est occupée d'elle pendant des années. Madeleine. Amélie n'a jamais rien volé. Elle voulait seulement s'accrocher à quelque chose de familier, quelque chose qui la connectait à un passé qui lui avait été arraché. Je ne peux y croire. C'est sa propre famille, on entendit s'exclamer un journaliste. Un autre murmura « Quelle hypocrisie, elle a accusé sa propre belle-sœur !» L'image de Séraphine, auparavant impeccable, s'effondrait devant les yeux de tous. Son masque de charité réduit en miettes par la vérité brutale. Alexandre projeta la seconde vidéo, un clip plus récent qui montrait Célestine s'occupant avec infinie tendresse de Madeleine, et puis une photo du mouchoir avec les initiales AA, la preuve irréfutable. Célestine n'est pas une chasse-fortune. Elle est une fille courageuse qui a lutté avec dignité pour la seule famille qui lui restait, ignorant que cette famille était en réalité une Delacroix. Son amour pour sa mère est ce qui nous a ouvert les yeux à tous. Célestine, avec des larmes roulant sur ses joues, sentait un mélange de soulagement et d'une profonde tristesse. La vérité de sa mère, d'Amélie, avait éclaté au grand jour, mais à un coût très élevé. Cependant, la dignité de Madeleine, maintenant Amélie Delacroix, était en train d'être restaurée devant des milliers d'yeux. Alexandre, sa voix maintenant plus douce, mais tout aussi ferme, regarda la foule. Et maintenant la Fondation Delacroix, au lieu d'un don anonyme, se consacrera à construire la maison Amélie Delacroix, un refuge digne pour toutes ces personnes qui, comme ma tante, ont été oubliées par la société ou par leur propre famille, un lieu où la mémoire et la dignité seront protégées par-dessus tout. Ce n'est que le commencement de la vraie justice. Séraphine, complètement décomposée, tenta de fuir le podium, mais les journalistes l'entourèrent, leurs questions aiguisées comme des couteaux. « Madame Delacroix, comment expliquez-vous cela? Vous avez accusé votre propre belle-sœur de vol. Qu'avez-vous à dire ?» Son monde, construit sur le mensonge et la manipulation, s'effondrait en secondes devant les caméras de télévision qui transmettaient sa chute en direct à tout le pays. L'humiliation était absolue, publique, dévastatrice, un châtiment que tout son argent ne pourrait effacer. Son pouvoir s'évaporait avec chaque flash, avec chaque cri d'un journaliste, avec chaque regard de mépris de ceux qui auparavant la vénéraient. La voix d'Alexandre résonna à nouveau, maintenant avec un ton de profonde conviction. « Je m'excuse au nom de ma famille, auprès de Célestine et de toutes les personnes qui ont souffert de notre aveuglement et arrogance. Ma tante Amélie Delacroix, la femme que Séraphine a diffamée, mérite la vérité et la justice. Et Célestine, sa courageuse fille, mérite tout le respect et la reconnaissance pour avoir défendu la dignité de sa mère. La justice n'est pas seulement une loi, c'est un acte de compassion. Et aujourd'hui, la compassion a gagné dans cette salle, montrant le pouvoir qu'a l'amour véritable face à l'adversité et au mensonge. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez pour qu'elle atteigne plus de personnes, car la lutte de Célestine pour la dignité de sa mère nous rappelle que l'amour et la vérité trouvent toujours leur chemin, même dans les couloirs les plus sombres du pouvoir et de la richesse. L'applaudissement fut assourdissant, un rugissement qui résonna dans la salle, non pour l'argent, mais pour la vérité. Célestine, entre les larmes, osa lever les yeux, trouvant le regard d'Alexandre. C'était un regard de repentir, oui, mais aussi d'un nouvel espoir, une alliance forgée dans le feu de la justice qui changerait pour toujours leur destin et celui de beaucoup d'autres personnes, unissant deux mondes opposés,
La presse, assoiffée de chaque détail, suivait la trace de Séraphine qui se frayait un chemin parmi la foule, humiliée, son empire d'apparence effondré par une vidéo et de vieilles lettres. Son nom, autrefois synonyme d'élégance et de charité, était maintenant souillé pour toujours, sa réputation en morceaux. Le scandale de la Croix devint le titre de tous les journaux télévisés. Un tremblement de terre sociale qui secoua les fondements de l'élite française, démontrant que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent cacher la vérité pour toujours. La justice, bien que tardive, était arrivée avec la force d'un ouragan, balayant la superbe et la cruauté et laissant à découvert la fragilité du mensonge. Célestine s'approcha d'Alexandre, la gratitude et l'émotion débordant de son cœur. « Merci, monsieur Delacroix. Merci d'avoir fait cela pour ma mère, pour nous. Enfin, la vérité. » Alexandre, les yeux embués, acquiesça. « Tu n'as pas à me remercier, Célestine. C'est moi qui dois te remercier. Tu m'as ouvert les yeux sur une vérité que ma famille avait enterrée, sur la dignité que ma propre tante méritait. Ce n'est que le commencement. Amélie et toi méritez bien plus. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette erreur, pour nettoyer le nom de ma tante, et pour assurer qu'aucune personne vulnérable ne soit jamais oubliée ou humiliée, surtout sous mon toit ou par mon nom de famille. C'est mon engagement à partir de maintenant. » La salle, autrefois scène d'ostentation et de mensonges, était maintenant l'épicentre d'une révélation qui promettait un changement radical. Les invités, la presse, tous se dispersaient avec le poids de la nouvelle, leurs esprits assimilant l'ampleur de la tromperie et le courage d'un homme qui avait décidé de rompre le silence de décennies. L'image d'Alexandre et Célestine, debout ensemble au podium, devenait un symbole inattendu, l'alliance entre deux mondes disparates, unis par la recherche de la vérité et la compassion, une étincelle d'humanité qui avait réussi à s'allumer au milieu de l'obscurité de la superbe et qui promettait un avenir plein d'espoir pour tous. La chute de Séraphine fut immédiate et retentissante. La presse la détruisit. Ses amis de la haute société l'évitèrent. Ses contacts se volatilisèrent comme fumée. Le poids de sa cruauté et du mensonge lui retomba dessus, la laissant seule et dépouillée de son pouvoir et statut. Pendant ce temps, Célestine, avec un calme qui n'était pas indifférence, mais une paix profonde, observait la justice se manifester. Enfin, sa mère, Madeleine, récupérerait son nom, son histoire, sa dignité, celle que Séraphine lui avait arrachée avec tant de méchanceté, démontrant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours la seule voie vers la vraie liberté. La clameur des gens, les applaudissements et les regards de respect vers Célestine et Alexandre marquaient la fin d'une ère de silence et le début d'une nouvelle. La maison Amélie de la Croix n'était pas seulement un projet, c'était un symbole de rédemption, un phare d'espoir pour les oubliés, un testament au pouvoir de l'amour et de la vérité. L'histoire d'Amélie, la tante perdue, ne serait plus un secret honteux, mais un héritage de compassion. Un rappel que chaque vie compte et que la dignité humaine, aussi fragile qu'elle puisse paraître, ne doit jamais être piétinée, mais protégée avec la même force que Célestine a défendu sa mère, le trésor le plus grand de sa vie, son moteur. Après que les applaudissements tonitruants se soient éteints dans la salle, une nouvelle ère se leva pour la famille de la Croix, une construite non sur des vérités cachées, mais sur le roc solide de la compassion. Alexandre, sa voix résonnant encore du poids de sa confession, se tourna vers Célestine, son regard reflétant un repentir profond et une admiration naissante. « Célestine, ce n'est que le commencement. La justice n'est pas seulement pour ma tante Amélie, mais pour chaque personne oubliée, pour chaque voix réduite au silence. Je promets que la dignité de ta mère sera restaurée et que toi, qui l'as protégée avec tant d'amour, tu trouveras la place que tu mérites dans ce nouveau chapitre de nos vies. » Célestine, le cœur encore emballé, sentit qu'un immense poids se dissipait de ses épaules, un mélange de soulagement et la force d'un avenir incertain, mais maintenant plein d'espoir. La chute de Séraphine était le signal que la vérité avait enfin prévalu, illuminant chaque recoin. Séraphine, brisée, humiliée, réussit à échapper à l'avalanche de questions et de flashs, mais sa fuite n'était qu'un report de sa sentence. La presse la détruisit sans pitié. Ses amis de la haute société l'évitèrent comme une peste, et ses contacts, autrefois si solides, s'évaporèrent comme fumée entre ses doigts. Sa demeure, autrefois refuge d'opulence, devint une prison de solitude. Son nom, autrefois synonyme d'élégance et de pouvoir,
était maintenant un murmure de mépris et de trahison. L'empire d'apparence qu'elle avait construit avec tant d'astuce s'était écroulé en un instant, laissant à découvert sa cruauté et sa manipulation devant les yeux d'un monde qui auparavant l'idolâtrait aveuglément. Il n'y avait plus de retour en arrière. La justice, bien que douloureuse pour elle, avait réclamé son prix implacable et définitif. Avec la conviction de celui qui a trouvé son vrai dessein, Alexandre Delacroix ne perdit pas une minute. Son premier pas fut de garantir la sécurité et le bien-être d'Amélie. Il se réunit avec Célestine. Leur regard maintenant non seulement de respect, mais d'une compréhension profonde, forgée dans la bataille. Célestine, ta mère a besoin des meilleurs soins, un lieu où sa mémoire puisse reposer en paix et sa dignité être intouchable. J'ai tout disposé pour qu'Amélie reçoive une attention médicale spécialisée et un environnement d'amour. Je veux que tu sois responsable, que son bien-être soit ta priorité principale, sans te soucier de rien d'autre que son bonheur. La voix d'Alexandre sonnait maintenant pleine d'une chaleur que Célestine n'avait jamais imaginée chez le froid magnate. Un geste qui parlait d'une réparation qui allait au-delà du matériel, touchant l'âme. Célestine, bien qu'épuisée, sentit une vague d'énergie en entendant Alexandre. Le soulagement pour sa mère était immense. La promesse d'une vie digne pour Madeleine, maintenant Amélie, était son plus grand rêve. Monsieur Delacroix, mon seul désir est que ma mère soit bien, qu'elle récupère la paix qui lui a été arrachée. Je n'ai besoin de rien pour moi, seulement qu'elle ait le meilleur. Je suis prête à consacrer chaque jour à ses soins, à sa mémoire, pour qu'elle ne se sente plus jamais seule ou sans protection. Sa dignité est mon héritage. Ces mots étaient un témoignage d'un amour inconditionnel, pur et désintéressé. Un amour qui avait déplacé des montagnes et qui maintenant trouvait enfin l'écho dans le cœur d'un homme qui était resté aveugle trop longtemps à la vérité. La retrouvaille d'Amélie avec son passé, bien que flou pour elle, fut un moment de profonde émotion. Alexandre, ému, lui montra de vieilles photographies, lui parla de son père, son grand-père, d'une vie qui lui avait été injustement arrachée. Madeleine, dans ces moments de lucidité, regardait les visages avec une étincelle de reconnaissance dans ses yeux, une larme silencieuse roulant sur sa joue, comme si un écho lointain de son identité l'appelait depuis les profondeurs de l'oubli. Célestine, à ses côtés, tenait sa main. Sa présence était une encre dans cette mer de souvenirs fragmentés. La demeure Delacroix, autrefois lieu d'humiliation, était maintenant le théâtre d'une lente mais profonde restauration de l'âme, un lieu où le pardon commençait à germer entre ses murs ancestraux. La vie d'Amélie prit un virage à 180 degrés. De la modeste chambre, elle passa à une aile spécialement aménagée dans la propre demeure Delacroix, entourée de professionnels médicaux, infirmières et thérapeutes spécialisés en Alzheimer. La musique douce emplissait les couloirs. Les jardins se transformèrent en refuge de tranquillité où se promener, et les nuits s'écoulaient en paix, loin de l'incertitude et de la précarité. Sa santé, bien que marquée par la maladie, s'améliora notablement et ses sourires étaient plus fréquents, plus sincères. Célestine supervisait chaque détail, chaque soin. Sa présence était un baume pour Amélie. L'amour inconditionnel qui avait été son bouclier était maintenant sa guérison, sa joie, sa raison d'être. La promesse d'Alexandre de fonder la maison Amélie Delacroix se matérialisa avec une rapidité étonnante. Avec son vaste capital et son influence, le projet prit forme non comme un simple don, mais comme une mission de vie, un engagement inébranlable envers la justice. Un terrain spacieux fut acquis et les meilleurs architectes et spécialistes furent embauchés. La vision était claire, un centre d'excellence pour patients atteints d'Alzheimer, où la dignité, le respect et l'amour seraient les piliers fondamentaux. Ce sera un lieu où personne ne sera oublié, déclara Alexandre lors de la cérémonie de pose de la première pierre, sa voix chargée d'émotion. Un foyer qui honore la mémoire d'Amélie, ma tante, et l'amour inébranlable de Célestine, sa fille, qui nous a enseigné la vraie valeur de la compassion et de la vérité. Célestine, avec son regard franc et son esprit indomptable, accepta le poste de directrice de la fondation Maison Amélie Delacroix. Son expérience de vie, ses années de lutte et sa profonde empathie avec les vulnérables firent d'elle la leader parfaite pour cette noble cause. « Chaque détail dans cette maison aura l'âme de ma mère », disait-elle émue. « Chaque sourire, chaque soin sera un hommage à sa dignité. Je sais ce qu'est la peur, la solitude, le mépris, et jamais je ne permettrai que cela arrive ici. » Sous sa direction, le projet fleurit non seulement comme un bâtiment,
mais comme une philosophie de vie, un sanctuaire où la mémoire était honorée et l'avenir de beaucoup, transformé par la bonté et la compréhension qu'elle insufflait dans chaque recoin. Le travail conjoint dans la fondation fut le catalyseur d'un amour qui grandit silencieusement entre Célestine et Alexandre. Les réunions de travail devinrent plus personnelles. Les longues conversations sur la mission s'étendirent à la vie, aux rêves, aux blessures du passé. Alexandre découvrit en Célestine une force qui surpassait toute fortune, une pureté de cœur qu'il n'avait jamais trouvée dans son monde superficiel. Célestine, de son côté, vit au-delà du magnate, découvrant un homme avec une âme noble, capable de repentir et d'aimer avec une profondeur insoupçonnée. Leurs regards se croisaient, chargés d'une chimie indéniable, d'un respect mutuel qui se transformerait bientôt en quelque chose de plus profond et transcendant. Un amour qui fleurissait sur le terrain fertile de la compassion et de la vérité. Un après-midi, dans les jardins de la maison pas encore inaugurée, sous l'ombre d'un vieil arbre qui avait été témoin de tant d'histoires, Alexandre s'agenouilla devant Célestine. Il ne portait pas une bague de diamants ostentatoire, mais une petite chaîne d'argent avec un pendentif simple, une fleur de lys gravée, l'ancien symbole de la famille de la Croix. « Célestine », dit-il, sa voix étreinte par l'émotion. « Ce symbole représente maintenant non la richesse mais la rédemption, l'honneur et l'amour. Ma tante Amélie a récupéré sa dignité grâce à toi. Tu m'as montré la vérité et m'as donné l'opportunité de racheter ma vie. Je veux partager cette nouvelle vie avec toi, cette mission, cet amour. Me ferais-tu l'honneur d'être mon épouse, ma compagne sur ce chemin de justice et de compassion ?» Célestine, les larmes aux yeux, ne put contenir l'émotion. « Oui, Alexandre, oui, je le veux, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. « Je veux construire avec toi cet héritage d'amour, cette maison de dignité. Notre histoire, celle de ma mère, celle de ta tante, nous a unis pour toujours. Ce n'est pas le luxe que j'aspire, mais la paix qui se trouve dans un but partagé, dans l'amour qui naît de la vérité. Cette chaîne, cette fleur est le serment que notre union ne sera pas seulement personnelle, mais un phare d'espoir pour tous ceux qui ont besoin d'être vus, d'être aimés, d'être protégés de la cruauté qui rôde souvent dans les ombres de l'indifférence. » L'inauguration de la maison Amélie de la Croix fut un événement touchant. Loin de l'ostentation des galas de Séraphine, familles de patients, bénévoles, médecins et la presse, tous se rassemblèrent pour célébrer le début d'une nouvelle ère de compassion. Amélie, assise dans un fauteuil roulant avec Célestine à ses côtés et Alexandre agenouillé devant elle, était le centre d'attention, bien qu'elle ne comprenne pas entièrement l'ampleur du moment. Son sourire serein était un témoignage de la paix qu'elle avait trouvée. Alexandre, dans son discours, ne cacha pas le passé sombre de sa famille, mais le transforma en apprentissage, un engagement inébranlable de rédemption. Cette maison est pour toutes les Amélies de ce monde, pour qu'elles trouvent la dignité qui leur a été arrachée, dit-il ému. Dès le premier jour, la maison devint un phare d'espoir. Elle n'offrait pas seulement des soins médicaux de premier niveau, mais aussi des thérapies innovantes, des programmes de stimulation cognitive et un environnement familial qui nourrissait l'âme de ses résidents. Des bénévoles de tous âges se joignirent à la cause, émus par l'histoire d'Amélie et le courage de Célestine. Les nouvelles sur la fondation se répandirent rapidement, inspirant d'autres entrepreneurs et la société en général à réfléchir sur la responsabilité sociale et l'importance de protéger les plus vulnérables. L'héritage d'une famille qui était tombée dans l'obscurité brillait maintenant d'une lumière nouvelle, une lumière de compassion et de dessein, un exemple vivant de justice sociale tant recherchée. Pendant que la maison florissait sous le leadership de Célestine et Alexandre, la vie de Séraphine s'effondrait dans l'isolement. Elle perdit ses contacts, son cercle social la répudia, et sa fortune personnelle se réduisit drastiquement à cause de batailles juridiques et de l'incapacité d'Alexandre à continuer de tolérer sa cruauté. Elle vivait dans la demeure, une ombre de ce qu'elle fut, entourée de luxe qui ne lui apportait plus de réconfort, mais ne faisait que souligner sa solitude et sa défaite. Son arrogance l'avait condamnée, son mépris pour les autres s'était retourné contre elle, la laissant avec rien d'autre que l'écho de ses propres mensonges. Un châtiment plus douloureux qu'aucune sentence judiciaire, car il l'avait laissée sans dignité ni amour, seulement le vide de sa propre âme. L'histoire d'Amélie, de Célestine et d'Alexandre devint une légende moderne à Paris, un rappel vivant que la dignité humaine ne s'achète ni ne se vend, mais se défend avec l'âme et le cœur. L'amour inébranlable d'une fille,
la capacité d'un homme à voir au-delà de son propre privilège et la rédemption d'un nom de famille souillé démontrèrent que même dans les décors les plus opulents, la vraie richesse réside dans la compassion. La morale de cette histoire résonnait dans chaque recoin. La dignité n'a pas de prix, et l'amour le plus pur naît de la vérité, celle qui, comme une rivière puissante, trouve toujours son chemin pour guérir les blessures les plus profondes. 5 ans après cette révélation qui secoua les fondements de la haute société, la maison Amélie Delacroix avait grandi au-delà des rêves les plus ambitieux. Ce qui avait commencé comme un seul refuge s'était étendu à 5 villes à travers la France. Chacune d'elles un sanctuaire de dignité et d'espoir pour des milliers d'âgés oubliés. Célestine comme directrice générale de la Fondation Delacroix et Alexandre comme président d'honneur consacraient chaque instant de leur vie à étendre la mission, à toucher plus de vies, à s'assurer que l'héritage d'Amélie se perpétue comme un phare d'humanité et de compassion dans un pays qui souvent reléguait ses aînés à l'oubli. Les sourires des résidents dans chaque maison étaient le témoignage le plus éloquent de l'impact de la Fondation. Des âgés qui avaient vécu dans la rue, qui avaient été abandonnés par leur famille ou qui souffraient de maladies dégénératives, trouvaient là non seulement une attention médicale d'avant-garde, mais aussi une chaleur humaine, des activités récréatives et le sentiment d'appartenir à une grande famille. Célestine et Alexandre, maintenant parents d'une petite fille qu'ils appelèrent Carmen, en l'honneur de la grand-mère qui leur enseigna la vraie valeur de la dignité, visitaient constamment les centres, leurs mains entrelacées, leur cœur plein de gratitude d'avoir trouvé un dessein si profond, si significatif dans la vie. La petite Carmen, avec les yeux francs de sa mère et le regard curieux de son père, grandissait dans un foyer où la compassion était la langue principale. Célestine et Alexandre n'avaient pas seulement construit une fondation, mais une famille, un héritage d'amour qui transcendait l'argent et le statut. Leur union était un témoignage que l'amour véritable ne connaît pas de barrières sociales, qu'il naît de l'empathie, de la lutte partagée pour un monde meilleur. Ensemble, ils continuèrent leur mission, sachant que chaque maison ouverte, chaque vie sauvée de l'oubli, était un hommage à Amélie, à sa dignité et à la vérité qui les avait unis, une vérité qui avait transformé l'opulence en compassion et un profond sens de la justice. Amélie Delacroix, la femme qui fut un jour Madeleine, vécut ces dernières années entourée d'amour et de soins. Son visage sillonné par les rides de l'âge, mais avec une sérénité qui reflétait la paix d'avoir récupéré son nom, son histoire et sa famille. Bien que sa mémoire fluctue, les moments de lucidité étaient de profonde gratitude envers Célestine et Alexandre. Sa vie devint le symbole de la rédemption, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les erreurs, pour chercher la vérité et pour honorer la dignité de chaque être humain. L'aile principale de la première maison portait son nom gravé dans le marbre, un monument éternel à la compassion et à la valeur d'une vie qui fut réduite au silence puis revendiquée. Dans un après-midi ensoleillé, Célestine, Alexandre et la petite Carmen se promenaient dans le jardin de la maison Amélie Delacroix. Un papillon aux ailes vibrantes se posa délicatement sur une fleur de lys gravée dans une fontaine de pierre, le même symbole qu'Alexandre avait offert à Célestine. L'image était nette, sereine, un tableau parfait de la morale de l'histoire. La vraie richesse ne réside pas dans l'or ni dans le pouvoir, mais dans l'amour inébranlable, dans la compassion qui guérit et dans la vérité qui, comme la lumière du soleil, trouve toujours le moyen de dissiper les ombres, de révéler la dignité qui gît en chaque âme, faisant que l'espoir fleurisse dans les cœurs pour toujours, comme une éternelle renaissance. Dans les salons dorés de Neuilly-sur-Seine, où résonnait autrefois le mépris de Séraphine, aujourd'hui se mélangent les rires d'enfants visitant leur grand-tante Amélie et les voix douces des soignants. La demeure de la Croix, transformée en symbole de rédemption, accueille régulièrement des familles du monde entier venues découvrir ce modèle de compassion. Célestine et Alexandre, unis par un amour né de la vérité la plus pure, continuent d'écrire l'histoire la plus belle de France contemporaine. Leur fille Carmen, héritière non d'une fortune, mais d'un héritage de dignité humaine, grandit en sachant que les plus grandes victoires ne se comptent pas en euros, mais en vie transformée, en sourire retrouvé, en dignité restaurée. Et quelque part à Paris, dans chaque maison Amélie Delacroix, résonne encore l'écho de cette leçon éternelle. L'amour véritable et la justice finissent toujours par triompher, illuminant même les recoins les plus sombres du pouvoir et de la richesse, prouvant que la compassion reste la plus puissante des forces humaines.